Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte. On est en décembre 2020 dans les Ardennes. Rémi, 34 ans, a prévu de passer Noël avec son père. Mais 2 jours avant, il le tue de 16 coups de couteau. Tsac, 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 tsac. Pourquoi ? A-t-il voulu régler un secret de famille avant les fêtes ? Il est incapable de répondre. Il dit qu'il ne se souvient de rien. Ouvrons ensemble la code B du dossier d'instruction de Rémi Bouton. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. On de la raconte. Cote B sur Europe 1. En 2020, à 2 jours du réveillon de Noël, Rémi Bouton appelle la gendarmerie. Allô, bonjour. Il y a une personne, elle a été tuée par balle. C'est-à-dire, monsieur, c'est vous qui l'avez tuée ? Non, je sais pas, je viens de me réveiller. Je comprends pas, monsieur. C'est lui qui vient de se tirer une balle ? Bah, je sais pas trop, il y a du sang partout. Il est pas spécialement en bon état, quoi. Il est un peu mort, quoi. Et puis il y a 2 couteaux. Mais c'est qui cette personne, monsieur ? C'est un ami ? Non, c'est mon père, Yves. Moi, je m'appelle Rémi. Rémi Bouton. Et votre père, monsieur, il a quel âge ? 65 ans. Les gendarmes foncent chez Rémi Bouton, à Rocourt-et-Flabat, dans les Ardennes. La porte de l'appartement est grande ouverte. Le père Yves Bouton est allongé sur le dos dans une mare de sang. Il a les bras en croix et les pieds en direction de la porte. Le légiste relève 16 coups de couteau, dont 4 qui ont transpercé le thorax. Monsieur Bouton, le corps était encore chaud, de votre père. Il n'y avait que vous dans cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout porte à croire que j'ai tué mon père, oui, donc oui, j'ai tué mon père, mais je me souviens de rien, de rien du tout, monsieur. Je rencontre un homme complètement perdu, particulièrement déprimé, et qui a déjà fait de multiples tentatives de suicide, donc qui visiblement n'a plus envie de vivre. Maître Guylain Failly, avocat de Rémi Bouton. Ma première préoccupation, c'est de le garder en vie, parce que il devait à son frère, à sa sœur et à sa grand-mère d'aller au moins jusqu'au procès pour tenter d'apporter des explications, et que peut-être ce procès pourrait peut-être être un élément déclencheur pour l'amener à comprendre et donner des explications sur ce qui s'était passé. Il ne conteste pas les faits, parce que il a une analyse assez pragmatique et je dirais logique de ce qui lui est reproché, puisqu'il sait que quand il était interpellé, il était enfermé dans son logement avec son père et que aucune tierce personne n'est rentrée dans cette maison. Donc pour lui, il n'y a pas de question à se poser sur qui a donné les coups de couteau à son père. Il sait que c'est lui. Par contre, effectivement, il a une amnésie complète de ce qui s'est passé ce soir-là. C'est la grande énigme de cette affaire, c'est de savoir si en effet l'amnésie est feinte ou si l'amnésie est réelle.
Michael Morlet-Rivelli, expert psychologue. Parce qu'il se souvient plus du tout de ce qui s'est passé. Il est tout à fait capable de m'expliquer comment a été faite la prise de contact avec son père, qu'ils sont passés un certain temps tous les deux dans la journée, qu'il était d'ailleurs très impatient de voir son père, il était content de partager un moment avec lui. Il m'explique comment se passe la soirée, il y a beaucoup de consommation d'alcool, en tout cas une consommation significative. Il se souvient juste qu'à un moment donné, après moult consommation d'alcool, il se rend aux toilettes dans la salle de bain. Il a une faim de bouteille de whisky. Il la termine et il prend un médicament à ce moment-là, dont un des effets secondaires est l'agressivité. Médicament auquel il n'est pas habitué à ce moment-là. Oui, il est perdu, il est désorienté, parce que son dernier souvenir remonte à une dernière gorgée d'alcool qu'il a pris après avoir uriné dans la salle de bain, et après plus aucun souvenir jusqu'au moment où il se réveille sur son lit 2 heures après. Vous savez, monsieur, je pensais que c'était un cauchemar. C'était pas un cauchemar, quoi. J'ai vu mon père, il était allongé, il était affalé sur le sol. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour le réveiller, les massages cardiaques, le bouche à bouche, tout ça, quoi. Il devait être décédé depuis une demi-heure à peine. Mais c'est tout ce dont je me souviens. Je me souviens même pas de mon arrestation. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il se soit passé quelque chose qui fait qu'il soit sorti de ses gonds. Et un des effets secondaires étant l'agressivité, en plus de son état d'alcoolisation, il n'a pas été capable d'inhiber son comportement, il est passé à l'acte, et que le cerveau étant trop saturé d'informations et n'étant pas en capacité d'encoder parce que parasité par la consommation d'alcool, il n'a pas été capable de créer des souvenirs. Donc quand Rémi Bouton me dit « je ne me souviens pas », j'ai plutôt tendance à croire que son amnésie n'est pas feinte, elle est réelle. J'ai pas d'éléments qui me laissent à penser que j'ai été berné par Rémi Bouton. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas le cas. Cette amnésie lui sert à échapper à toute demande d'explication. Maître Stanislas Creusa, avocat des enfants d'Yves Bouton. Et plutôt que de s'expliquer là-dessus auprès de ses proches, eh bien peut-être qu'il a feint une partie de son amnésie. Rémi Bouton, c'est quelqu'un qui est installé dans une dynamique dépressive depuis de longues années, c'est quelqu'un qui consomme beaucoup d'alcool. Michael Morlet-Rivelli, expert psychologue. C'est quelqu'un qui a un parcours professionnel plutôt stable, mais qui s'isole beaucoup socialement. Il est très isolé, il a très peu de fréquentation, très peu de vie sociale. Code B, expertise psychologique de Michael Morlet-Rivelli. Rémi Bouton avoue être dépressif comme sa mère, comme son père et comme sa sœur. Il dit « C'est une famille dépressive, mais je n'ai consulté un thérapeute qu'en 2019. C'est à cette époque qu'on m'a prescrit un traitement de 4 médicaments antidépresseurs et anxiolytiques. » Dans le travail, Rémi Bouton est quelqu'un d'apprécié et de sérieux. Après avoir réussi des études dans une école d'ingénieur, il intègre un poste dans une entreprise d'équipementier automobile. Il était toujours performant dans son activité professionnelle, mais en effet, il avait une vie sociale qui était réduite à peau de chagrin depuis un bout de temps, au moment où je le vois. Ouais. Et la difficulté qu'il va avoir, c'est qu'il va se consacrer pleinement à son travail, nouant très peu de relations, à l'extérieur de son emploi, pas du tout. Il n'a donc pas de compagne, pas d'amis, et quand il sort de son entreprise, il se retrouve chez lui seul. Il avait une vie un peu d'ermite, Rémi Bouton. Il bougeait pas beaucoup, il avait peu d'activités sociales, il restait beaucoup dans son appartement qui était en désordre. Il passait beaucoup de temps à s'alcooliser. Il se réfugie d'une façon maladive dans l'alcool. Maître Guylain Failly, avocat de Rémi Bouton. À tel point que ça choque à la fois ses collègues de travail et puis ses voisins.
Effectivement, là, ça a été, on va l'appeler comme ça, une réelle descente aux enfers, quoi. Seul et dépressif, Rémy Bouton se réfugie dans l'alcool pour échapper à ses souffrances. 3 ans après son passage à l'acte, il consulte un psychiatre. Il est bipolaire. Je pense que la bipolarité, alors, je suis un profane dans la matière, mais elle peut expliquer des changements brutaux de comportement. On peut aller de l'apathie à l'exubérance, mais selon moi, ça ne peut pas expliquer un passage à l'acte aussi violent. La famille de Rémy Bouton n'est pas dans la vindicte ou la vengeance. Ils veulent une explication, ils veulent comprendre. C'est leur seul leitmotiv pendant toute l'instruction. Et donc, l'explication qui finalement est intellectuellement, psychologiquement la plus indolore, c'est la pathologie mentale. Parce que dans leur esprit, seule une maladie mentale, ou en tout cas une pathologie, pourrait expliquer un geste aussi effroyable. Dans leur parcours, dans leur éducation, on ne peut pas expliquer ce geste-là autrement. Code B 126. Expertise psychiatrique du docteur Valerio Fruntes. Nous relevons chez Rémy Bouton une problématique dépressive chronique ou un possible trouble bipolaire, mais pas de pathologie mentale. Au moment des faits, il ne présentait pas de décompensation aiguë sur le plan dépressif ayant altéré ou aboli son discernement. Il est donc accessible à une sanction pénale. Il n'y a absolument aucun élément clinique en faveur d'un trouble de la personnalité chez Rémy Bouton. Aucun. C'est un individu qui est bien inséré dans la société, c'est un individu qui n'a pas de trouble de l'interaction, pas de trouble du contact. C'est un individu qui est tout à fait capable d'avoir des interactions sociales adaptées, qui est capable de s'inscrire dans une activité professionnelle à terme, durable. C'est un individu qui est capable de s'inscrire dans des relations sentimentales et amicales. Il n'y a pas de trouble de la personnalité chez Rémy Bouton, pas du tout. Et la famille est quelque part déçue, attristée, choquée de ces conclusions, parce que ils ne me l'ont pas dit directement, mais je pense qu'ils attendaient finalement une altération ou une abolition. Ça aurait pu apporter une explication cohérente. Code B 126. Expertise psychiatrique du docteur Valerio Fruntes. Rémy Bouton est le dernier d'une fratrie de 3 enfants. Il explique avoir grandi dans un environnement familial aisé, mais non bourgeois, et indique que ses parents étaient présents. Sa mère était dépressive, avec des comportements suicidaires. Enfant turbulent, il est devenu un adulte solitaire, peu sociable. Il a vécu auprès d'une maman particulièrement dépressive, qui a sans doute perturbé son évolution et sa qualité d'enfant. Avec un papa très engagé puisqu'il est médecin et pas forcément toujours disponible pour venir compenser le comportement et puis le manque lié à la pathologie de sa maman dans le cadre de son éducation. Pour résumer, ce que me dit Rémy Bouton, quand on est une maman déprimée, dépressive d'une façon récurrente et alors que c'est pathologique, il est un peu brutal, il dit on fait pas d'enfant. L'un des éléments déclencheurs sur l'aggravation de sa situation, ça a été justement le décès de sa maman. Donc une maman décédée, un papa qui se remarie, un éloignement de toute sa structure familiale, à la fois son frère, sa sœur et son père, puisqu'ils habitent dans le Nord, et lui, pour des raisons professionnelles, il vient dans les Ardennes. Donc effectivement, ce sont une succession d'éléments et d'événements qui viennent aggraver une situation qui était déjà très fragile.
Cote B107. Expertise psychologique de Michael Morley-Rivelli. Rémi Bouton évoque plusieurs relations sentimentales sans lendemain. Puis il tente d'expliquer sa vie amoureuse peu développée ainsi. J'ai essayé d'avoir notre relation et étant donné que ça n'allait pas personnellement dans la tête, mon père m'a dit « Règle tes problèmes dans ta tête et après, t'essaieras de voir autre chose parce que si déjà t'es pas stable, c'est voué à l'échec. » Il m'a dit d'attendre 3 ou 4 ans avant de commencer à y penser. Donc, j'ai suivi les conseils. On ne peut que s'interroger que quelqu'un de son âge est encore seul. Je sais qu'il a tenté une relation avec une employée de l'entreprise là où travaillait. Ça ne s'est pas fait. Je pense qu'il regrettait vraiment et que sans doute sa vie aurait été différente s'il avait vécu avec une compagne ou une épouse, sans doute. Et que ça l'amène à de la souffrance, c'est pas à écarter. Il n'en parle pas aussi facilement que ça, en tout cas. C'est pas un sujet qui semble évident pour lui. Vous savez, maître, j'ai pas l'habitude de causer de moi. On est une famille de cachotiers. Mon père, il s'ouvrait rarement. Peut-être quand on prenait un verre, ou 2 ou 3. C'est un peu le mal de la famille. On gère nos problèmes seuls, quoi. Alors c'est vrai que maintenant, vu ma situation, j'ai envie que mon frère et ma sœur me parlent, qu'ils m'aident à comprendre comment je suis arrivé là, qu'ils me disent s'il y avait des problèmes plus graves. Je veux comprendre. Donc il a tenté, avec insistance parfois, avec trop d'insistance, auprès de son frère et de sa sœur, pour savoir si c'était réellement passé, à tel point que cette insistance est devenue gênante et que son frère et sa sœur ont demandé qu'il n'y ait plus de contact. Il aimerait à la fois donner des réponses à son frère et sa sœur, et il aimerait lui aussi surtout comprendre ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu cette violence. Et ce qui le gêne quelque part un peu, de ce qu'il me dit, c'est que il a cette impression que à la fois sa famille, notamment son frère et sa sœur, on lui a peut-être pas tout dit sur un éventuel motif à contentieux avec lui et son père, ce qui le fait souffrir et le met dans une attente peut-être de ce qui est impossible à obtenir. Rémi Bouton est interrogé plusieurs fois par la juge d'instruction. Mais il ne donne jamais d'explication à son crime. Pour tenter de provoquer un électrochoc, la juge organise une reconstitution sur les lieux du crime. Mais coup de théâtre, il refuse de sortir du fourgon pénitentiaire. Moi, je pense qu'à ce moment-là, Rémi ne veut pas assumer ce qui s'est passé. Maître Stanislas Creusa, avocat des enfants d'Yves Bouton. Il rentre dans des grandes discussions avec le procureur, avec le juge d'instruction, avec les gendarmes, avec son avocat. Tout le monde lui demande instamment de pouvoir participer à la reconstitution, puisque je pense que tous les intervenants du dossier attendent la même chose que la famille de la famille Bouton. Et là, il refuse, mais on ne sent pas sur son visage de crispation, de signes, de stigmates d'une douleur ou d'une frayeur ou de quelque chose de particulier qui nous ferait dire qu'il est dans un état anormal. Il reste totalement impassible. Et là, je vais me permettre de l'interroger.
Monsieur Bouton, je suis l'avocat de votre frère et de votre sœur. Vous leur devez des explications. Mais si vous ne vous souvenez vraiment de rien et que vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé, allez-y, enfin, entrez, venez chercher votre vérité. Non, c'est trop dur, je peux pas. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est plus de la lâcheté que la poursuite physique d'un mécanisme de protection. Moi, je savais que c'était impossible pour Rémy Bouton de rentrer dans son appartement. Il ne voulait pas. Maître Guilain Failly, avocat de Rémy Bouton. C'était pour lui mission impossible, mais vraiment. C'est pas parce qu'il fuyait quoi que ce soit, c'est parce il se sentait incapable. Et moi, j'avais informé Jules Instruction que ça pouvait être un moment de décompensation extrêmement grave qui pouvait l'amener à un passage à l'acte s'agissant du suicide en rentrant en détention. Monsieur Bouton, je suis experte psychologue. Je suis neutre. Je suis là pour comprendre comment vous en êtes arrivé à tuer votre père. Est-ce que vous aviez déjà eu des différends avec lui? On pouvait avoir des mots quand on se voyait. 6 mois plus tôt, pendant l'été, ça a été plus chaud que d'habitude. Il arrêtait pas de me faire la morale en me disant que je picolais trop, ça m'aggravait, quoi. Et là, d'un coup, il m'a frappé au visage. Je me suis pas laissé faire. Il tombait par terre. Je pense qu'il y a eu un malentendu sur des contacts avec l'épouse du père de Rémy Bouton, et que par cette incompréhension, il y a eu un peu de violence que chacun, à la fois le père et le fils, ont regretté. Et ils s'en sont expliqués. Ça n'a pas perduré dans le temps, et les explications et les échanges qui ont eu lieu entre le père et le fils me semblaient avoir apaisé la situation. Ses frères et sœurs prennent régulièrement de ses nouvelles, vont organiser quelques week-ends, mais petit à petit, il n'y a pas trop de répondants, et donc les rendez-vous vont s'éloigner. Mais néanmoins, le jour du drame, le père de Rémy venait le chercher pour bien évidemment passer Noël ensemble en famille, donc les liens ne sont pas du tout coupés. Le soir où Rémy Bouton tue son père, personne n'a rien vu venir. Aucun signe précurseur. 3 heures plus tôt, une voisine a discuté avec lui. Il lui a dit qu'il était impatient de retrouver son père. Le père de Rémy arrive la veille de Noël. Rémy a fait des gros efforts pour être propre sur lui, pour ranger son appartement. Il a préparé des cadeaux pour toute la famille. Et lorsque le père de Rémy entre dans son appartement, ils vont partager un repas. Sauf que Rémy Bouton a caché des bouteilles d'alcool fort dans la salle de bain. À un moment donné, son père lui fait une réflexion sur le fait qu'il va consommer en cachette de l'alcool fort dans la salle de bain. Et il ne peut plus entendre ces critiques. Et donc ces critiques qui étaient nées quelques mois auparavant et qui vont revenir, et à cette période-là de Noël qui est une zone dangereuse pour les personnes qui ne sont pas en forme, qui sont en dépression. Ça va être la phrase de trop à un moment trop sensible. Est-ce que dans l'état dans lequel ils étaient tous les deux alcoolisés, il n'y a pas eu retour d'une discussion sur cet événement-là ou sur un autre? Michael Morlet-Rivieni, expert psychologue. Qui fait que ça s'est un petit peu enflammé entre eux, il y a eu un moment de tension, et puis ayant sous alcool et sous médicaments des capacités d'inhibition comportementale qui ne fonctionnaient plus vraiment bien, qui n'étaient plus vraiment adaptées, il est passé à l'acte. C'est une hypothèse, mais à laquelle on n'aura jamais de réponse. Code B113. Expertise psychologique de Michael Morlet-Rivieni.
Le positionnement de Rémy Bouton quant à sa responsabilité potentielle dans le meurtre de son père est partiel. Sur la base d'un raisonnement rationnel, il admet que la probabilité pour que l'acte ait été commis par une autre personne que lui est infinitésimale. Mais sur la base d'un ressenti émotionnel et cognitif, il ne peut investir cette vérité potentielle. Est-ce que lui peut investir sur le plan psychologique sa culpabilité ? Manifestement, c'est déjà le cas, puisque moi, il me dit qu'il veut assumer les conséquences de ses actes, même si en effet, il y a un décalage, parce que c'est difficile pour lui de pouvoir accepter une culpabilité pleine et entière, ou assumer une responsabilité pleine et entière à partir du moment où il n'a pas de souvenir, quoi. C'est pas simple, hein. Faut se mettre à sa place, c'est pas simple d'envisager assumer quelque chose dont je me souviens pas. 4 ans après avoir tué son père, Rémy Bouton est jugé devant la cour d'assises des Ardennes. Va-t-il enfin se souvenir de ce qui s'est passé? Va-t-il enfin donner un début d'explication à la famille sur son crime? Mesdames et messieurs, la cour. Il est impassible, son visage n'exprime aucune émotion, ni sourire, ni crispation. Maître Stanislas Creusa, avocat des enfants d'Yves Bouton. Il s'assoit dans le box, il écoute les instructions de la présidente qui lui explique le déroulement de l'audience et il va être spectateur de l'audience. Rémy Bouton, c'est un homme, je dirais, costaud, très charpenté. Maître Guylain Failly, avocat de Rémy Bouton. Mais qui s'exprime correctement, avec réflexion. D'ailleurs, ça gêne un peu parce que avant de répondre, il prend le temps de la réflexion. Donc c'est pas forcément spontané. C'est pas spontané parce que c'est quelqu'un qui est, je le répète, qui a un esprit très cartésien et il construit sa réponse avant de l'annoncer. Il a un phrasé qui est quasiment mécanique. Il a une attitude qui est assez étrange d'ailleurs pendant l'audience, c'est qu'il va prendre des notes. Je ne sais pas combien de feuilles il a noirci pendant toutes les audiences, toutes les heures d'audience, mais il va tout noter mécaniquement. Ce qui donne également le sentiment qu'il n'est pas acteur de son procès, mais qu'il est spectateur, comme un journaliste viendrait prendre des notes pour rédiger un article par la suite. Code B112. Expertise psychologique de Michael Morlet-Rivelli. Rémy Bouton est un sujet qui présente une capacité d'introspection réelle, mais limitée. Il montre très peu d'émotions et affiche un profil parfois égocentrique. Il revendique compréhension et tolérance de l'autre, notamment les membres de sa fratrie, alors même qu'il se trouve critiqué en raison du meurtre de son père. On sentait au cours de cette audience que il y avait une grande souffrance du frère et de la sœur de Rémy Bouton. Vous vous rendez compte que leur frère a tué leur père. Donc, humainement, c'est quelque chose d'extrêmement fort. À un moment, on a cru qu'il allait craquer, c'est-à-dire que lorsqu'il entend et lorsqu'il regarde sa sœur et son frère passer à la barre, parler de leur enfance, parler de leur sentiment d'affection fraternelle, on le voit pleurer un instant. Mais il va vite sécher ses larmes et revenir à sa posture, ce masque sans émotion. Ce qui va les plus torturer, le plus les faire frémir et réagir, c'est l'absence d'émotion de leur frère. Il m'exprime beaucoup d'empathie, il m'exprime beaucoup de regrets que je considère authentiques au moment de mon examen clinique. Michael Morlet-Rivelli, expert psychologue.
Il est dévasté, il faut aussi se rendre compte de tous les dommages collatéraux, c'est-à-dire qu'il a perdu tout contact avec sa fratrie, il a perdu tout contact social, les gens qui constituaient sa vie sociale avant ne lui adressent plus la parole, il a essayé de renouer des contacts, notamment avec son frère et sa sœur, c'est plus possible, ça a des dommages irréversibles pour lui. Sur le fond du dossier, bien évidemment, c'est une espèce d'amertume de ne pas avoir réussi à dénouer les fils. Et donc on repart de ce procès en se disant qu'on n'a toujours pas compris ce qui s'était passé dans ce huis clos familial. Si l'amnésie de Rémi n'est pas feinte, ce que je lui souhaite, on aura peut-être un jour un retour de mémoire qui nous permettra de comprendre. Le fond de l'histoire, on ne l'aura jamais. Il n'y a que Rémi Bouton qui peut le dire, et il se trouve que la machine a mal fonctionné à ce moment-là et qu'il s'en souvient pas. Donc il y aura toujours une part d'inconnu qui est frustrante, autant pour les jurés populaires que pour les parties, que pour moi-même en tant qu'expert, parce que j'aurais aimé comprendre un peu plus et du coup pouvoir expliquer un peu plus la dynamique du passage à l'acte, mais je ne le peux pas parce que j'ai pas assez d'éléments pour ça. Aussi insatisfaisant que ça puisse être, aussi énervant que ça puisse être, il faut accepter que parfois on n'ait pas de réponse. Pour le meurtre de son père, la cour d'assises des Ardennes condamne Rémi Bouton à 20 ans de réclusion criminelle. Il accepte le verdict et il ne fait pas appel. C'était la version Code B de On de la raconte, rédaction en chef Guillaume Maury, enquête aujourd'hui du camarade Vincent Deby, réalisation comme toujours de Boris Paczynski. Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis dès 6h sur votre plateforme de podcast.